70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Donc, ce soir, on est un petit peu retourné vers le confinement, zone rouge et tout. Ici, à Douteux, au Musée de l'Absurde, on veut faire notre possible pour arrêter ça, la pandémie, le plus rapidement possible, de la manière la plus définitive. C'est que, je m'ennuie de retourner au brouhaha, on était supposé y retourner, voilà. Les choses se passent, vous êtes à 70%, encore une fois, depuis le Musée de l'Absurde. Mon nom est Tommy Godette. On est accompagné par Chinook, le Duc, ce soir comme co-animateur. C'est vraiment très charmant que vous soyez avec nous pour la soirée. J'ai vraiment très hâte de reparler à Edgar Bory. Et il y a des flashs comme ça qui me font réaliser que ça fait quand même une bonne tranche que je suis dans ce domaine-là. C'est pas les pantalons que je mettais dans le temps. C'est quand même un bon indice que le temps a passé. C'est plus que la chanson qui vient de jouer, c'est une composition originale de notre invité de ce soir, Edgar Bory, que je considère comme un ami que je vois pas assez souvent. Et il nous a fait ça, cette chanson-là, genre 2009-2010. Ça commence à faire une sacrée tranche. Et je l'ai réalisé parce qu'il y a du monde comme Pacou ou Lompré, des bénévoles de l'organisme qui sont avec nous depuis quand même une bonne tranche et qui ne l'avaient jamais vu. Toi, d'ailleurs, non plus, Chinook, je pense que tu ne l'avais pas vu. J'ai jamais vu. Voilà, c'est une toune originale qu'Edgar Bory a mis sur son album. C'est de la crise de belle bombe. C'est vraiment, vraiment cool. Vic Lord Bélial qui est là, ça veut dire que pas pantoute, c'est pas Olivier Chris qui est beau, notre Tommy. Le mystère plane. Donc, avant d'aller plus loin, comme Pacou n'est pas là et le reste se passe, en dessous, c'est David Icke. J'ai mis un de ses, j'appellerais ça séminaire de brainwash. Là. Ça dure 7 heures. C'est une fin de semaine. Je l'ai déjà vu dans le temps. Le gars, il nous parle d'affaires super importantes. Et j'ai décidé de mettre celui-là pour, en fait, illustrer mon préambule de début d'émission. David Icke, que vous voyez là, c'est le conspirationniste duquel les gens parle le plus. C'est celui qui m'a été cité le plus souvent comme source par des gens qui soit croient pas au virus, pensent que le vaccin, ça va être des brainwash, que les chemtrails ne sont pas à la citrouille, ce qu'on sait foncièrement faux. Ils sont à la citrouille au mois d'octobre, les chemtrails. Et donc, David Icke est cité souvent par ce qu'on appellerait ouvrez les guillemets, éveillé, fermez les guillemets. Et David Icke, c'est un ancien joueur de football anglais, de football soccer. Au début de sa carrière, il était supposé être super bon. Et au début de sa carrière, finalement, ça a donné que il y avait des genoux, il y avait une blessure qui a fait qu'il a été obligé de sortir du domaine. Il s'est ramassé journaliste sportif à la place d'être sur le terrain. Il critiquait ce que les gens faisaient. Jusque-là, tout est comme un petit peu tragique, triste. Et dans les années 80, il y a eu un virage nouvel âge. Et vers la fin des années 80, selon ses dires à lui, il n'a aucune preuve autrement d'autre chose de quelconque manière, il y a eu la preuve définitive que la reine était en fait un esprit reptilien, une créature reptilienne qui habite un plan de réalité vibratoire parallèle au nôtre et que la reine qu'on voit dans le fond, c'est juste comme une coquille, qu'il y a un être en arrière qui manipule là, avec les doigts puis ses chemtrails puis tout et que depuis la nuit des temps, mesdames et messieurs, nous sommes une expérience, nous sommes créés par ces extraterrestres, même pas, là, des êtres reptiliens intraterrestres plutôt, et qui nous dirigent nos chemtrails, ils nous dominent la glande pinéale et tout le reste. Et
Et cet homme, en fait, a fait consprudences de grande manière au début du virus de la COVID en associant, lui, la tour 5G et le COVID et le virus. Que lui, pas négationniste, lui, c'est une arme de manipulation massive, c'est sûr et certain. C'est beaucoup plus simple d'imaginer ça que d'imaginer qu'il y a un virus parce qu'il y en a des milliers de virus, puis là, il y en a un nouveau qui a muté, puis on savait qu'il était méchant, puis c'est arrivé plein d'autres fois. Non, non, c'est Bill Gates dans son laboratoire avec des Chinois, des Australiens qui n'existent pas, des Juifs Illuminati de la Lune plate. Et donc, eux autres, ensemble, ils ont fait cette affaire-là. Et lui, en fait, c'est ça, ce qui l'a ramené à la page, parce que du monde comme Alex Jones n'aurait pas existé de la même manière si ce n'était pas de David Icke. Du monde comme Alexis Cossette-Trudel, à mon sens, la manière qu'il parle au monde, la manière qu'il a développé un mouvement en arrière de ses idées creuses. C'est le nouveau L. Ron Hubbard, selon moi, David Icke, que vous voyez en bas. Et j'ai comme partagé un post sur Facebook cette semaine et j'ai mentionné que, tu sais, c'est ça, le monde, il cite ces temps-ci souvent, mais à la base, c'est un gars qui pense qu'il y a des reptiles humains qui nous contrôlent depuis un plan de réalité vibratoire parallèle, ce qui est quelque chose de difficilement justifiable si t'as pas comme un extraterrestre qui peut te le faire juste à côté, tu sais. La date, on a juste ces mots. Puis là, j'ai écrit ça, que, tu sais, il n'y a aucune preuve d'avancée de ça, et il y a quelqu'un qui m'a répondu sur Facebook tantôt, et je vais terminer mon préambule sur David Icke avec ça. Il m'a répondu: les preuves sont dans ses livres. Quand tu écoutes ses films, il n'y a pas de preuves. Et j'ai trouvé ça vraiment sublime comme manière de faire sûr que la vérité se sait. Tu sais, parce que là, tu es en train de faire un film, mais tu mets pas de preuves là-dedans. Tu veux juste les mettre dans tes livres. Et d'ailleurs, des livres de David Icke, j'en ai lu 2. Et il n'y avait pas de preuves. Il y avait beaucoup d'opinions, il y avait beaucoup de fiction. Il est très charismatique, il parle, il y a le beat. Mais si quelqu'un voit autre chose que de la fiction là-dedans, si des émules de lui transforme ce qu'il est en train de dire en fait pour essayer de faire du cash avec d'autres, tout le processus devient totalement amoral, punissable et dégoûtant. Donc, si vous entendez en ligne parler de David Icke, n'hésitez pas à faire quelques recherches. Il y a un très bon clip sur lui qui a été fait par Vice dernièrement. Donc, voilà, je vous souhaite un bon 70%. Oui, je suis rendu all-in anti-conspi, on pourrait dire, anti-idée creuse. Là, je ne suis pas anti-les conspi, je suis anti-les conspirations et je suis anti les leaders de ces affaires-là. Tu t'es battu contre les Illuminati. J'arrête pas. J'étais là avant, moi, puis mon Patreon n'a pas débordé. Là. On va se le dire. Hey, là-dessus, je pense qu'on est rejoint par notre invité de la soirée, l'unique Edgar Bory, mesdames et messieurs. Bonsoir tout le monde. Hey, il est là, ça apprécie. Ça va, Edgar? Oui, ça va bien. Moi, je voulais vous dire que je fais partie de la famille des pizzas, moi. Des pizzas? Oui, je suis une pizza. Depuis toujours, je chauffe au four pour gonfler. Et ça, c'est toute ma famille chez nous depuis des ancêtres, depuis le four à pain, à bois. On est toutes des pizzas. Est-ce que ça fait du bien d'entendre ta voix, M. Bory? C'est vraiment un plaisir. Moi, je suis content de voir que vous êtes encore là, en tout cas. Ah, bon, oui. Ben, merci beaucoup. Écoute, on a réécouté ta toune tantôt. Il y a plein de monde qui l'ont redécouvert. Chris de Bon Job, c'est une des plus belles affaires. Moi, je vois ça comme un cadeau. Écoute, ça a été un très beau cadeau cette année-là. Et j'y vais d'emblée avec encore un compliment, mon cher. Je regarde ta face. Ça va bien vieillir. T'es comme encore plus sexy que v'là 15 ans quand je t'ai rencontré, là. C'est pour ça que j'ai attendu avant de me montrer. J'ai attendu que les boutons partent et qu'on puisse arriver à se montrer avec, je sais pas, un beau sourire. Surtout avoir le sourire sur la face plutôt que de se cacher quand les gens prennent des photos ou te regardent ou viennent te dire bonjour. Là, j'ai réglé mon problème. Ma psychanalyse est terminée. Ça m'a coûté 62 000 $. Aujourd'hui, je suis capable de sourire et de parler au monde en les regardant dans les yeux. C'est pas pire. J'ai fait mon chemin. Ben, moi, en tout cas, cette nouvelle mouture d'Edgar Bory, je l'aime beaucoup à date. Puis, sais-tu quoi? Bravo. C'est le fun. Quelqu'un qui a comme le courage de parler de son processus, puis de réaliser aussi qu'il y a un avant, qu'il y a un pendant, qu'il y a un après. Moi, je pense que c'est un très beau message pour des gens qui seraient peut-être en train d'hésiter à consulter ou ce genre d'affaires-là. Oui. Vas-y, oui. Sauf qu'il faut jamais oublier qu'il ne faut pas avoir peur d'être ce qu'on est. Et moi, je le répète,
en tant que pizza. Je veux que tous les gens qui se prennent pour des pizzas sortent de l'ombre, puis qu'on se promène sur la rue, puis qu'on arrête de nous mettre toujours du pepperoni puis de l'esprit de piment pas mangeable. Pizza, tomate, fromage, c'est parfait. OK, ouais, je comprends. C'est comme, mettons, la famille, une branche des pizzas qui... Il y a de la chicane à l'interne, genre. Oui, exactement. On s'entend pas tout. C'est bon. Hey, mais avant de parler de ton projet de film, voilà, là, la campagne de sociofinancement est lancée, j'aimerais ça que tu me mettes au jus. Là. C'est quoi qui se passe, mettons, depuis 2012 dans la Borisphère? Ben, depuis 2012, tu sais qu'on s'occupait d'artistes et puis tout ça, puis qu'on a réussi à transférer nos actions à des gens très, très gentils qui nous ont mis 420 000 $ dans le trou en 4 mois pour parler juste d'argent canadien, parce qu'en américain, c'est un peu moins, ça devrait être 330 ou 340 000 US. Et puis donc, on a décidé de sauver tous ces artistes-là qui étaient sous licence avec nous. Sans ça, ça se serait ramassé dans un syndic. Fait que ça nous a pris 4-5 ans de travail pour réussir, avec des contributions de gens, de régler un à un les 126 créanciers qui couraient après la compagnie. Et puis, les créanciers ont été très généreux parce qu'ils ont accepté à 20 sous dans le dollar de régler les dettes et d'effacer toutes les dettes. Donc, on n'a pas eu à faire faillite. De là, on a continué à s'occuper de ceux qui sont restés avec nous, les bons débarras, Michel Robichaud, des artistes un petit peu de l'ombre, mais on est une petite compagnie comme une petite boîte de poésie. Et puis, Production de Londres, là, qu'on parle. Oui, c'est voilà, ça. Donc, voilà. moi, là-dedans, pendant 2-3 ans, j'ai fait rien d'autre qu'appeler les créanciers, puis parler aux avocats, puis continuer à travailler quand même en théâtre un peu avec un metteur en scène français. Puis en 2017, on est arrivé avec un nouveau spectacle. J'ai rencontré Michel Garneau, qui est un poète de chez nous, qui a 80 aujourd'hui. Je pense qu'il a enseigné, il a écrit beaucoup de poésie. Même moi, je connaissais pas toute son œuvre, même pas une partie de son œuvre. Écoute, il a écrit 40 pièces de théâtre, il a écrit de la poésie, il a traduit Snatchum de Leonard Cohen. Il a traduit beaucoup de choses de l'anglais au français. Puis donc, on a monté un show qui s'appelle Garneau-Bory, qu'on a tourné en France en 2017. 2018, on est venu jouer ici. Et là, on a eu la brillante idée de se mettre dans le trou, encore une fois, en faisant un film avec ça, au nom de la poésie, puis au nom d'une espèce de musique qui n'est pas du tout ancienne, qui n'est pas de la vieille chanson, mais qui est la poésie de Michel Garneau, mélangée avec la mienne. Je voudrais pas m'étendre là-dessus trop longtemps. Si tu me permets, juste à ce moment-là, moi, je trouve ça awesome qu'après tout ce qui t'est arrivé, après, je veux dire, les années d'expérience, puis le reste, que tu aies encore les couilles, puis la motivation de faire ce genre de leap of faith, là, de saut de foi, là, je trouve ça fabuleux, Edgar. Bravo, sincèrement. C'est le genre d'attitude que j'espère que je vais être capable de garder moi aussi. Non, mais écoute, j'aurais pu devenir un livreur Uber, mais en tant que pizza, je risquais de me faire manger à chaque porte, tu comprends? Il faut assumer sa nature, hein, c'est ça que tu disais. Oui, c'est pour ça que je suis resté dans l'ombre quand même un peu. Puis donc, on a monté cette espèce de pièce de théâtre-là qui est devenue bien le fun. On a fait le tour un petit peu de la province dans des toutes petites salles. Ça s'adresse à des publics de 100-125. Ils sont sur la scène avec moi, puis je raconte pas toute l'histoire parce qu'on a fait un film qu'on a fini par être capable de tourner. On a tourné ça grâce à la générosité du Théâtre Outremont qui, vu la pandémie, la COVID-19, là, il n'y avait plus de show. Fait qu'ils nous ont dit, si vous voulez venir tourner sur la scène de l'Outremont, donc on a tourné 7-8 jours là, 2 jours à l'extérieur. Là, c'est en montage et ça va sortir l'année prochaine. Donc, c'est une espèce d'hommage, un genre à la verticale de l'été, un film où il faut que tu mettes les breaks avant de rentrer devant, parce que ça dure ça dure 95 minutes, puis c'est quelque chose au ralenti parce que c'est de la poésie, donc ça va plus lentement que ce que je te dis là. Les idées sont géniales, ça parle d'amour, ça parle de victoire, c'est une espèce de gars, ça parle pas de pizza, non, ce coup-là. Comme tel, de métaphore de pizza. Oui, en fait, c'est des mots de Michel Garneau aussi qui sont dans ma bouche. Donc, je deviens comédien je suis à la conquête d'une ancienne flamme qui m'apparaît parce que je suis un alcoolique. En tout cas, tout ça, je raconte pas toute l'histoire. Mais c'est d'une grande beauté. C'est un grand hommage à la parole de Garneau. C'est un temps à prendre pour s'arrêter. Puis donc, je vais partir encore cet été
travers l'été prochain, je veux dire, si on a le droit, là, on fera du cinéma en plein air, puis on ira présenter ça dehors avec les moustiques et puis tout ça aux gens qui aiment la poésie, parce qu'il y en a dans tous les villages, il y en a partout. Ça, c'est on ira sûr. présenter ça on ira présenter ça au douteux à côté de, je sais pas quoi, qui sait qu'il y avait Santo. Il n'y avait pas Santo. C'est déjà arrivé. On a déjà diffusé du Santo, mais certain que je veux diffuser n'importe quoi d'Edgar Bory all the way. Là. Écoute, bravo. Et d'ailleurs, là, il y a une campagne de sociofinancement pour finir le travail sur ce film-là, duquel tu viens de nous parler. Le lien est dans l'événement. Je l'ai mis aussi dans la description du show que vous êtes en train d'écouter. Je vous encourage. C'est pas la même plateforme de sociofinancement que d'habitude. Je ne l'avais jamais vue, celle-là. C'est quoi? C'est particulièrement québécois. Peux-tu me parler un petit peu de ça? Tu parles du site avec lequel je fais le sociofinancement? Oui, j'ai oublié le nom. Là. Je pensais qu'au Québec, on avait comme La Ruche, mais ce n'est pas La Ruche. Non, il y a Haricot. Haricot, voilà. Ouais, Haricot. C'est un site, écoute, nous autres, on a fait un petit peu de travail de recherche pour savoir un site avec où on peut parler en français, finalement. Okay. Les indications sont pas pénales, tu veux dire. Fait que donc, le français Haricot défend ça. C'est un site d'ici, québécois, et puis donc, les petits pourcentages qui vont à eux autres pour gérer tout ça sont raisonnables. On n'a pas besoin d'atteindre notre objectif. Fait que si on arrive une coupe de mille en dessous, on va être capable d'utiliser au moins les dollars qui nous auront été donnés généreusement par les participants. On est au dernier bout, là. Toutes les images ont été tournées. On est à la post-prod qu'on appelle, et ça coûte cher en Saint-Cybole. Ouais. Mais c'est pas grave. On a confiance qu'on va avoir un coup de pouce et de certains gouvernements, et aussi des gens qui sont dans l'entourage proche, d'abord des amis, puis de ceux qui veulent avoir leur nom au générique comme participants à cette espèce d'aventure. Moi, je suis allé écoute, pour ça. C'est pas juste un 10$. Tu sais, 900 personnes à 10$, on va déjà avoir quelque chose. 900 à 20$, on va atteindre notre objectif. Fait que donc, on cherche tranquillement. Il reste encore 75 jours, mais on force personne à écouter ou à entendre la poésie. Tu sais, la poésie, ça va, ça vient, mais ça sera toujours là pour... Tu sais, les gens, ils ont faim, ils ont soif. C'est d'autres choses que des nouvelles mauvaises. C'est sûr. Puis ça, c'est une affaire qui va faire du bien à tout le monde. Puis moi, je suis content d'avoir pu marquer, si tu veux, mon cheminement avec une espèce de... Je dirais pas une trace qui va rester, je suis pas un gars nostalgique, mais quelque chose où je me sens bien, puis que plus de gens vont pouvoir voir avec le temps, ça vieillira pas, ce film, d'après moi. En tout cas, si c'est des affaires parlées, il y a des Grecs qui faisaient ça dans le temps, puis ça pogne encore. Là. Phèdre, ils viennent de refaire le remake encore avec un plus jeune. Mais est-ce que tu peux me répéter le nom, s'il te plaît, du projet? Le projet, c'est Garneau-Bory, le film. Parce que le spectacle Garneau-Bory existe déjà. Puis là, ça va porter le titre de Garneau-Bory, le film. Parce que c'est en même temps le film. Parce que pour faire la différenciation avec Garneau-Bory, qui était la pièce de théâtre qui a tourné au Québec et qui va retourner encore très probablement, puisque on devait fêter le 50e anniversaire de la Nuit de la poésie qui avait eu lieu au Jésus en 1970, le 27 mars. Je suis revenu de France... je suis revenu de France le 7 mars. Ça a été annulé. Wow. Puis tous les billets étaient vendus, c'était le fun, mais on a reporté ça en croisant les doigts les 9, 10, 11 mars l'année prochaine, toujours au Théâtre Outremont, en se disant qu'il va peut-être avoir 6 personnes par soir acceptable, mais on va le faire pareil. Sur 110 places, tu es obligé de mettre 3 places entre chaque personne, puis 2 rangées entre chaque personne. Fait qu'ils vont peut-être être 7-8 par soir, on va faire 3 soirs. Mais moi, je connais du monde qui peuvent t'arranger pour que tu puisses vendre le lien vidéo du film que vous allez diffuser sur les réseaux sociaux ou autre chose. Il y a une manière d'aller chercher quand même pas mal de monde avec cette nouvelle manière de diffuser les choses. Sinon, on s'en reparlera, mon cher. Mais écoute, j'aimerais savoir si tu crois aux fantômes. Absolument. Ah ouais, hein? Les fantômes. Les fantômes, c'est parce que qu'est-ce qu'on appelle un fantôme? C'est surtout pas les émissions de fantômes où la lumière est changée depuis qu'ils entendent des pseudo-bruits, pas ce genre de fantôme-là. Le fantôme, c'est la présence de quelqu'un. Pour moi, c'est ma grand-mère qui m'a mis là-dedans, qui était pas folle pantoute, qui, elle, ayant couché pendant plus de 80
quasiment 80 années. Elle s'est mariée à 16-17 ans à l'époque. Et puis donc, quand le grand-père est mort 10 ans avant qu'elle parte à 99 ou 100 ans, elle disait, Paul, tous les soirs, je parle à ton grand-père. Il n'y a pas un soir où on s'est endormi en chicane. Puis là, je lui demande des fois qu'est-ce qui se passe. Alors, le fantôme, c'est la présence de quelqu'un. Ouais, c'est Mais si tu parles du fantôme qui fait ouh... Ouais, je parle de lui, moi, là, avec le couteau, là, le fantôme de minuit qui vient polluer ta pâte à dents puis ces affaires-là. Ça prend, pour y croire, en fait, pour les voir, ça prend beaucoup, beaucoup d'alcool. Pendant quelques années. Et puis là, tu finis par les voir apparaître. Tu sais, ça s'appelle le delirium tremens. Mais là, tu les vois. Ça, c'est un moyen pour y arriver à les voir pour vrai. Là. Okay. Par contre, si tu essaies de prendre des photos, ça ne marche pas. Il faut que tu fasses boire ton téléphone cellulaire, puis là, il ne marche plus. Fait que ça ne fonctionne pas, ça. Est-ce que t'es capoté? Sinon, est-ce que tu as encore des toutous chez toi? Absolument. Ah, ça, j'aime ça. Oui, j'ai une petite souris qui est géniale, avec des grands yeux, qui a l'air de demander qu'on lui donne à manger. Là, elle fait pitié, la pauvre. Elle fait pas pitié, mais elle est touchante. Ouais, voilà. J'ai une espèce de chat gris qui est fait en France par une espèce de couturière. J'ai un gros chien qui m'a été donné par Dumoulin avant qu'il fasse faillite. Quand j'ai acheté une caméra vidéo là, je l'ai gardé parce que ça a l'air d'un gros bulldog. Fait que les trois sont ensemble, puis là, ils viennent de se faire rejoindre par un éléphant. Fait qu'il y a un problème de proportion. Là. L'éléphant est pas plus gros que le chien, mais la souris, elle est pas pire. Puis l'éléphant et la souris s'entendent bien. Alors, ils sont sur le sofa chez nous. C'est genre un éléphant nain, là. Ouais. C'est un petit éléphant, ouais. Pas nain, mais pas si nain que ça. C'est le plus gros de toute la gang. Mais il est quand même pas à grosseur d'éléphant. Il rentrait pas chez nous. Ouais, non, c'est sûr. Puis, l'intérieur, la place à vivre à l'intérieur est peut-être plus précieuse que jamais. Avant de te laisser aller, je sais que tu t'as sûrement pas dû commencer à jouer à Magic. Non. Ben voilà. Je connais même pas ça. Ben non, c'est sûr. Sinon, j'aimerais ça profiter de ta sagesse, Edgar, avant de te laisser aller à ta soirée et te demander, selon toi, c'est quoi le plus gros problème de l'humanité? Tu veux vraiment que je réponde à ça? Oui, tu as 30 secondes. 30 secondes pour le plus gros problème de l'humanité. Ouais. Écoute, j'ai accroché à une réponse de Hubert Reeves. Ce qui va nous mener dans le mur, c'est la démocratie. Réfléchissez à ça. Ça, c'est Hubert Reeves qui m'a appris ça et j'ai accepté sa théorie comme quoi la démocratie, quand tu es rendu qu'avec 18% du vote populaire, tu es capable de diriger une masse, il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre système. Effectivement. Le gros problème de l'humanité, c'est que l'humanité les êtres humains se laissent diriger dans un système où 18, 20, 22% des gens accordent le pouvoir à quelqu'un. Et puis donc, ça, c'est un des problèmes. L'autre problème, c'est la perruque jaune, qui a eu le COVID, le toupette par en avant jaune. Ça, c'est un autre problème, mais c'est un problème mineur. Comparé à Néron, puis comparé à tout ça, puis à Ponce Pilate, puis tout ce monde-là, c'est rien. Mais il reste quand même que c'est un problème, lui aussi. Mais lui, je pense qu'ils vont y régler son cas, j'espère, d'ici un mois. Ben, je pense que tu viens de nous donner à réfléchir, Edgar. Puis je fais le serment live devant le public et le reste que ça va prendre beaucoup moins que 4-5 ans là, depuis la dernière fois qu'on s'est vu avant que je te fasse un câlin et qu'on fasse de quoi ensemble encore. Puis je veux diffuser ton film, puis j'encourage tout le monde encore à aller sur le haricot de l'œuvre. Voilà. Merci beaucoup, Edgar. Et que les douteux doutent toujours. Salut. On doute à nu, mon gars. Tout nu. Okay. Ah, puis d'ailleurs, j'ai Chinook, mon co-animateur, qui a un petit quelque chose pour toi. Ah oui, c'est un conseil. Hein? C'est important des fois de se faire donner des conseils. Ouais, Chinook, qui donne des conseils, lui. Moi, mais pas trop de ketchup. C'est un très, très bon conseil. Voilà. Pas trop de ketchup. Pas trop de ketchup, dans ton alimentation. Des fois, on se laisse porter. OK, parfait. Faut y aller. Hey, merci, à bientôt. Parfait, merci, salut.
Ouais. Salut. Et sapristi, hein? Sacré bonhomme, ça. La première fois qu'il est venu à 70%, on était dans les studios de Choc, qui étaient dans l'ancien 281 sur Sainte-Catherine. Et là, on jasait. Il dit, ben non, moi, je suis un homme simple. Je mets pas de bas dans mes souliers. Puis là, il a tiré ses pantalons. J'ai fait, mais non, tu sais, pas de bas. Ouais. Ah non, il n'y avait pas de bas. Puis c'était comme des souliers. Puis moi, en tout cas, j'ai tout le temps, je l'ai rencontré, j'étais dans la foule, un show qui est fait à Rouen 95-96 dans ces eaux-là. Et j'avais tellement aimé le show qu'après ça, j'avais acheté les albums et le reste. Et j'ai suivi le monsieur et dès que j'ai pu, ça a été un des Montréalais avec lequel j'ai parlé. Voilà, tout de suite, c'est devenu plus que juste quelqu'un que j'aimais ce qu'il faisait. Là. J'aime qui il est et je vous encourage encore une fois à aller là. Comment ça se passe par chez vous, Chinook? Ça va bien, les affaires vont bien. À date, la dictature, tu vois, samedi, on s'est fait un gros lunch. Oui, oui. On a mangé plein de viande. Dimanche, j'étais à la montagne. Je me suis amusé encore un peu à l'épée. Les policiers ont toléré, c'est encore cool. Cool. Fait que, à date, la dictature, ça porte bien. Ça va bien. Nous autres, on s'est fait livrer des gâteaux. Je sais pas pourquoi, là, c'est la fin de semaine, livrage de gâteaux. On s'en est fait livrer vendredi soir et samedi soir. Et là, j'avais la gueule pleine de gâteaux. Puis j'ai dit, calisse, c'est pas facile, la dictature. Et ça avait été très, très drôle à ce moment-là. Là-dessus, je pense que j'entends respirer de la sagesse en background. C'est-tu, mon cher Bruno Corbin, ça? Effectivement, c'est Bruno Corbin. Et d'ailleurs, j'avais un moment de sagesse à te partager. C'est pour ça que j'ai comme appelé sur un petit peu d'avance, parce que je voulais t'interrompre, mais j'ai pas réussi. Ah. Je voulais te dire, Tommy, tu viens d'y parler à Edgar Bory. Arrête de name-dropper Edgar Bory. Okay. C'était ça que je voulais te dire pendant que tu étais en train de compter ton anecdote d'Edgar Bory après avoir parlé pendant une demi-heure à Edgar Bory. À Edgar Bory. Voilà. Ben, t'étais où, là? On en avait besoin! Voilà. Cette semaine, Tommy, encore une chronique avec un revirement dramatique qui n'est thématiquement ou narrativement aucunement mérité. Je commence. Aujourd'hui, c'est le jour des professeurs. J'ai vu ça à cause de Google. Là. Il y avait un petit dessin, là, j'ai pesé dessus parce que je me cherchais un sujet de chronique. Fait que j'imagine que c'est le jour durant lequel on est supposé de donner un cadeau à nos professeurs et c'est définitivement mon intention en écrivant ce texte de leur faire un cadeau. Mais ça se peut que mon cadeau soit mal interprété, comme tout le reste de ce texte devrait démontrer. Dans ma tête de petit gars de 11 ans, il n'y a rien de plus têteux que de donner un cadeau à son prof. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner de cadeau aux professeurs. Ils font un travail sans merci avec un E et sans merci pas de E. Mais en même temps, ils sont une figure d'autorité. Puis ça, j'ai un problème avec ça, moi, l'autorité. J'aime ça déjà ranger la classe. Je remets en question l'establishment de Cécile. Cécile, c'est ma prof de 6e année. Anyway, Cécile était certainement une personne extraordinaire que j'ai décidé de transformer en antagoniste de ma réalité parce que je voulais remettre en question l'establishment ou parce que je voulais être drôle puis que les autres élèves m'aiment, là, un des deux. Un des deux, ouais. Voilà. Mais ça peut être peut-être un peu des deux, là. Comme quoi, deux choses peuvent être vraies en même temps. À un moment donné, j'étais tellement dérangeant que l'école a décidé de me mettre en isolation dans une pièce tout seul. C'était crispement de ma faute. Puis je pense quand même que ça m'a traumatisé et que je suis une personne plus anxieuse aujourd'hui à cause de ça. Comme quoi, deux choses peuvent être vraies en même temps. Fait que après mon retour de l'isolation, Cécile était enceinte. Puis là, les deux n'ont pas de lien. Elle était enceinte malgré le fait que j'étais en isolation. Attends pas un peu, à là. cause de ce fait. T'as été en isolation combien de temps, là? C'est quoi ça? Ben, je sais pas, puis je veux dire, c'est sûr que je raconte l'histoire aussi en sautant des détails parce que sinon, tu sais. OK. Fait que, voilà. Donc, pendant sa grossesse, il y a quelqu'un, un autre élève, je suppose, qui a mis des agrafes dans son verre d'eau. Suspect numéro 1, moi. Alors, je subis un interrogatoire et n'ayant pas commis l'acte, j'ai proclamé mon innocence et ça a marché dans le sens qu'ils n'ont pas eu de confession de ma part, fait qu'ils n'ont pas pu me punir pour un crime que j'avais pas commis. Je suis retourné en classe avec l'impression qu'on me faisait plus vraiment confiance, mais là, maintenant, c'était rendu à un niveau criminel, tu sais. Fait que je me suis comme calmé pour le reste de l'année, je pense. Je pense que mon empathie a été kickstartée à ce moment-là parce que je venais de voir à quel point les gens étaient fuckés.
Puis j'avais envie de donner un break à une victime de tentative de blessure, même si je le sais aujourd'hui qu'il y a des gens qui mangent des TV au complet puis qui n'ont rien. Là. J'étais naïf dans ce temps-là. Je pensais qu'avaler des agrafes, ça allait pouvoir peut-être causer une fausse couche. Peut-être que oui, je ne sais pas. En tout cas, hein, on va pas s'attarder là-dessus. Fait en gros, je voulais m'excuser à mes profs d'avoir été un problème, mais surtout à Cécile d'avoir été son antagoniste, de réitérer que c'était pas moi les agrafes dans son verre. Mais là, j'y réfléchissais, puis je me suis rendu compte, dans cette histoire-là, que je suis pas la victime. Puis ça, ça me chicote. J'aime pas trop ça. C'est-tu la première fois que tu réalises ça? Genre, que tu reviens là-dessus, puis tu te dis, peut-être c'était... C'est big, je pense que oui. Dans le sens où, je pense que oui. Dans un sens, je pense que j'y avais déjà pensé, mais je pense que c'est la première fois que je le mets en mots, mettons, là, puis que j'en parle. Mais j'aime pas ça, ne pas être la victime de cette situation-là. Fait que j'y ai pensé sous cet angle-là. Et voici mon hypothèse. Je pense que la prof de concert avec la directrice ont inventé l'histoire pour que soit je craque sous la pression et avoue le crime, comme ça, elle pourrait m'expulser de l'école, ou que j'aille exactement la réaction que j'ai eue, soit que je me calme pour le reste de l'année. Donc, je me lance donc dans la quête pour la vérité. Pour ceux qui veulent suivre mes recherches, allez au www.wordpress.com/l'Empire Burger King, /conspirations, /aggrave dans le verre d'eau, was an inside job. Je prends les dons sur Patreon, sur le Patreon de Douta.org. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, il y a 22% des dons Patreon qui vont directement dans les coffres de l'Empire Burger King. Et ça sert de budget de recherche et développement, surtout là, pour les conspirations. Alors, j'aimerais terminer avec une citation du professeur Albert Einstein. Faites vos recherches. Hey, Bruno, t'as vraiment viré sur le crinque. C'est ça. Colon, man. Je t'aurais collé sur une bine si t'étais à portée, man. Ah, ben c'était le fun d'entendre ta voix puis de visiter ton passé puis de parler de chemtrail. D'ailleurs, tu sais, c'est le mois d'octobre, hein? C'est les chemtrails à la citrouille. Ceux qui nous font... c'est chemtrail, pumpkin spice chemtrail. C'est ça, c'est ça. Moi, je le prends, en général, je le prends demi-sucre parce que comme l'original, je le trouve vraiment trop sucré. Là. Ah, ben... Ouais. Voilà, ça sera. Merci beaucoup, Bruno. Bonne soirée. Si vous avez besoin de plus de Bruno, il est dans Critique Exquise aussi. C'est notre podcast axé sur le cinéma. Chinook, tu vas pouvoir quand même donner ton truc à Bruno. Hein, on a oublié mon ça. truc, j'ai repensé en même temps, puis je me dis, je suis sûr que Bruno doit être un peu une sommité en la matière. Il doit certainement pas négliger ses derrière d'oreilles quand il se lave. Hein. Moi, je suis persuadé qu'ils sont top-notch. En plus, il y a des lunettes, fait que tu veux pas que ça colle, non, que ça ramasse des motons puis tout. Mais, merci, Chinook. Bien se laver derrière les oreilles, hein. Des fois, on a tendance à l'oublier. Et voilà le conseil de Chinook pour notre collaborateur. Sinon, on va aller rejoindre un ami de l'organisme depuis longtemps. C'est Gabriel Lantier qui, depuis quelques temps... Non, je pense que c'est Étienne cette fois-ci. Je suis désolé. On va parler à Gabriel un peu plus tard. C'est bien Étienne, là? Allô? Allô? Anybody here? Ah ben, qu'est-ce qui se passe? On va attendre. Il y a quelqu'un qui va nous appeler. Peut-être que tu peux nous amener vers le chat un petit peu, mon Chinook. Il y a des affaires qui s'est passées dans le chat. Là. Il y a eu des complots, des conspirations, des putsch de Fettuccini, puis la division. C'est quand que l'autre a parlé de pizza, là. Tu vois, il y a eu du branle-bas de combat par rapport à ça. Tu vois, des fois, hein, les goûts... Ça brasse. Ça change d'une personne à l'autre. Ça brasse. Écoute, on va se le dire. Moi, je suis une pizza, hein, qui a dit Edgar Boré. Est-ce que je parle à Étienne, là? Oui, tu me parles, Tommy. OK, bon. Puis, c'est comment que ça se passe? Chinook, es-tu là? Oui. Oui, je suis là. Hey, salut, Chinook. Hey. Ça va? Hey, excuse-moi, Chinook, c'est parce que j'ai parlé à Tommy la semaine passée. Fait que là, tu m'as manqué, tu n'étais pas là. Non, on pas là. varie les co-animateurs. Mais il nous a parlé de Furet la semaine passée. Ouais. Mais je parle à Chinook, là. Là, tantôt, pour la game, là, on fait-tu du downtime? On charge-tu dans le pas? Qu'est-ce qu'on fait, là? Je sais pas, on est mieux de garder ça entre nous autres parce que la plupart du temps, quand on parle de donjons et dragons publiquement, c'est jamais... on s'embarque dans quelque chose quand on fait ça.
Ouais, OK. Ouais, t'as raison, on s'en reparlera tantôt. OK, Ouais. c'est bon. Hey, Tommy, es-tu là? Ouais, il est à côté de moi, mais tu je parle? Ouais, ben, passe-moi là. OK. Hey, ça passe, Étienne? Oui, qu'est-ce que... Hey, tu voulais-tu me donner quelque chose avant qu'on se lance? De quoi qui se passe, là? Ben là, je sais pas. Ben, Je c'est- t'appelle. OK. Ben, moi, je rien à te donner. Peut-être des félicitations pour ton beau programme. Ah, merci. C'est vrai que c'est un beau programme. Un programme double qui s'est joué au Stade olympique en 1986. C'était contre les Astros de Houston. Moi, j'étais assis dans un bleacher au champ gauche. Et je me souviens toujours, à l'époque, il y avait un avant-champ gauche, du nom de Lennon Dykstra. Je n'arrêtais pas de lancer des pinottes. Mais il était pas, il était blanc. Je tiens à le préciser, là, c'était pas un geste raciste. OK, Allô? parce que ça aurait pu quand même apparaître raciste, genre? Ben oui, mais aujourd'hui, tu sais, je veux dire, oui, ça aurait pu, là, tu lances, c'est comme il y en a qui lancent des bananes aux joueurs de soccer. Je vais lancer des pinottes, mais je tiens à m'excuser d'avoir lancé des pinottes. Hey, on est parti dans du soul searching? Bruno Corbin qui fait ça avant, tabarouette. Ouais, c'était capoté, hein? T'as capoté, une chance qu'il y avait ça sur un dingue. Je me sens rassuré. Ben oui, on garde ça vivant. Ben oui, toujours. Hey, M. Bory, j'ai hâte de voir son film. Oui, Ben oui. Moi, je vais pledger 5 piastres à la cause, là. Je t'envoie un transfert électronique tantôt. Ben, c'est Hey, une bonne chose. j'ai pensé à une affaire, là, tu sais, là, moi, je suis rendu ton représentant à Valleyfield, là. Oui, effectivement, dans l'Ouest. Ouais, mais j'ai décidé de faire comme toi, tu sais, parce que toi, tu te la pètes comme curateur, là, d'un musée, tu demandes un musée, parce que tu as appelé ta place le musée de l'absurde, mais moi, j'ai trouvé un nom à ma maison. Ah, C'est rendu cool! c'est rendu le manoir Île du Love, en un mot. Île du Love. Ouais, c'est OK. comme si c'était un... Ouais. OK. Pas pire. Je suis assez fier de ma faute. Ben, je pense que je vais te laisser retourner faire ta vaisselle. J'ai l'impression que... Ouais, salut, la ben, vaisselle. hey, j'ai trouvé des gros champignons sur ma pelouse. Tout le monde, checkez mon Instagram. J'essaie d'identifier ces champignons-là. C'est bizarre, il y en a un qui est comme blanc, tout en longueur, puis l'autre qui est comme baveux, rond. OK, OK. Ben, blanc et bas. peut-être tu peux donner ton Instagram puis raccrocher après? Oui, c'est Etienne.instagram à douteux.org. C'est que c'est pas ça. Hey, ben, merci Hey, beaucoup, mais, Étienne. Ah, il a raccroché. C'est qui est capoté. Mais peut-être tu peux lui donner son conseil quand même. Oh oui, Chino. je vais lui donner son conseil, mais finalement, tu vois, il y en avait un qui voulait nous entendre parler de Donjons et Dragons, là. Oui, c'est Jason. Mais, ça. Ah, c'est Jason. Ouais. Mais c'est ça. Mais tu vois, sans étaler trop là-dessus, je dois dire que moi et Étienne, on est rendu à une game qu'on est rendu niveau 14. Ça fait quasiment 3 bonnes années, peut-être plus qu'on joue à ça. Presque à tout. Puis c'est quand même un exploit assez extraordinaire. Ça va rock and roll. Ben oui, quand même, à monter level 14, ça prend un bon DM. Peut-être tu peux dire à ton DM que tu l'aimes en public puis avoir des points. Là, c'est le Ouais, temps. c'est Jonathan Bouchard-Bonneville. Ben, qu'est-ce qu'on dit à son DM? Merci, Bouchard. Merci, DM. Sinon, ben, peut-être que tu peux nous amener... ben non, on vient de parler de ça, c'est correct. Conseil. Écoute, le conseil aussi. Oui, voilà, c'est ça Écoute, que je veux des fois, on parlait de derrière d'oreille et tout ça, mais c'est dit qu'il y a plus de la moitié de la population qui ne se lave pas les pieds Non. ou les dessous de pieds. J'avais vu ça dans le temps, puis je suis sûr que ça doit pas s'être amélioré. Fait que travaillez-vous sur vos dessous de pied, tout le monde? Ouais, parce qu'il faut se pencher, tu sais, c'est long, puis des fois on prend pour acquis que l'eau tombe, puis tout ça. C'est ça, c'est mais, ça. Faut non, frotter. non, faut frotter. Get in there, qu'ils disent en anglais. Hey, là-dessus, je pense qu'on va rejoindre Gabriel Lantier, qui est placier. Hein, c'est un des bénévoles de l'organisme Ah, il depuis place, très lui, longtemps. Ben oui, c'est aussi la personne qui upload des clips présentement sur le Facebook de l'organisme. Voilà, ça. Je me suis dit, on va y téléphoner, on va voir c'est quoi qui se passe. Parce qu'on est disposé, comment que je pourrais dire ça, recommencer des shows au brouhaha le 26 octobre, tu sais, entre guillemets. Bon, ça n'arrivera pas. Là-dessus, Gabriel, comment ça va? Hey, salut Tommy, ça va bien, toi? Bon, ça va rock and roll. Ouais, ça va?
pompé de ta journée, toi? Oh, écoute, j'ai travaillé, j'ai monté le show, j'ai parlé avec Edgar Bory, il y a Étienne, je suis pas trop sûr ce qui vient de se passer. Puis là, c'est ton tour. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Hey, écoute, on va parler de conspirationnistes, de permis de menottage et puis d'arrestation citoyenne. Ça te tente-tu? Let's go, mon gars! OK. Hey, on a vu ça, là. Le permis de menottage sur les réseaux sociaux, là. Mario Roy, puis l'autre, là, Shérif Kuhn, là. Ouais. Il s'appelle Thierry quelque chose. Hey, un permis de menottage, ça n'existe pas. Le monsieur Thierry, il a effectivement ses cartes du BSP, donc il est gardien, puis il peut être aussi enquêteur. Là. Il a ses cartes pour les deux affaires. Mais un permis de menottage, ça n'existe pas. On s'entend-tu que c'est une carte de compétence? OK. Une carte de compétence. Ouais. C'est quoi la différence entre une carte de compétence? J'en ai une, moi aussi, une carte de compétence. Quand tu as la carte de compétence, tu as démontré que tu étais capable, puis quand tu as un permis, tu as donné de l'argent pour avoir un papier. Non, il n'y a pas de permis, ça n'existe pas. Ben, c'est ça, mais je te parle la différence entre les deux, ça doit être ça. Ouais, ça pourrait, mais non, ça n'existe pas un permis de menotage. C'est juste que ça veut dire que tu as une carte de montrer. Ils t'ont montré à passer des menottes sans blesser la personne, sans te blesser, sans t'attacher avec le gars, là. Puis sinon, là, écoute, man, il n'y a rien, là. Fait que ce monsieur-là qui veut faire des arrestations citoyennes sur les 125 députés. Ça va y prendre plus de menottes? Ah, écoute, man, ça va coûter cher, là, 50$ la paire de menottes, là. Mais, tu vas dire, regarde, les gardiens, ils ont le droit d'arrêter du monde en tant que citoyen. Et c'est très important de ne pas confondre ça avec des policiers et avec des constables spéciaux parce que, et c'est bien indiqué dans la loi canadienne, il faut suivre des règles. Là, tu vas nous parler des règles pour l'arrestation citoyenne. Exact. Wow! Cool, ben oui. Hey, premièrement, il faut que tu saches, est-ce qu'il y a un agent de la paix qui est disponible pour intervenir? Hein, je pense que sous la dictature qu'on vit, il y a des gens qui ont été témoins, là. Ils sont même allés solliciter la SQ, puis la SQ s'est collée des autres. Ouais. Fait que, faut que tu signales le crime à la police, t'as pas le choix. Puis après ça, là, il faut que tu sois capable d'identifier ton suspect, là. Tu sais, il faut que tu dises au suspect que tu vas l'arrêter, puis pourquoi. Puis après ça, il faut que tu appelles la police une fois que tu l'as détenu. Puis il y a une affaire encore plus le fun. Tu sais, ça s'appelle l'identification correcte d'un suspect. Hein, on l'a vu ça sur Facebook là, la semaine passée. Il y en a un qui est allé arrêter quelqu'un, puis il s'est ramassé à arrêter le mauvais gars. Hein? C'est pas pire, ça? C'est whippet. Ouais, c'est ça. Fait que, regarde, t'as le droit aussi, tu sais, d'arrêter un suspect, mais quand tu le vois en train de perpétrer un acte criminel, genre, il est en train de voler ta sacoche, tu as le droit de courir après, de taper dessus, de le mettre à terre, de le menotter si c'est un permis de menottage, puis que la personne reste une menace. Tu n'as pas le droit de débarquer au gouvernement, puis aller faire des arrestations. Voyons donc, et ça va être drôle en même de voir les poursuites après ça. Là. Ça va être vraiment, vraiment écœurant. Ouais. Fait qu'écoute, on a déjà passé au travers. Fait que je vais faire mes remerciements. Fait que, attends un petit peu. Là, vas-y. Fait que si j'ai bien compris, les étapes importantes, c'est t'informes la personne que tu es en train de le faire. Après ça, tu appelles la police au plus vite pour impliquer les personnes qui connaissent ça dans l'équation. Puis après, tu peux essayer de limiter les mouvements de la personne un petit peu, mais en restant raisonnable. En fait, tu peux limiter les mouvements avant d'appeler la police. OK, ouais, pour faire sûr qu'ils ne sauvent pas. All right. Puis là, tu as des remerciements. Ben oui, tu sais que je suis gardien de sécurité, c'est quand même une job qui est le fun, mais plus stimulante ces temps-ci. Donc, j'aimerais dire merci aux 25 personnes qui m'ont envoyé chier quand je leur disais de mettre leur masque comme il faut ou de le porter convenablement. J'aimerais dire merci aux 10 personnes qui m'ont aussi dit qu'elles allaient appeler la police parce que je leur refusais l'accès à l'édifice. Ça m'a évité de le faire. Je voudrais dire merci en particulier à la madame qui m'a traité de gros tas, à celle qui a fait une crise du bacon après avoir garoché son masque à terre, à celle qui m'a traité de nazi puis d'esclavagiste. De calice. Hey, ben, ça doit commencer à être pas mal drôle, ça. Tu tiens-tu un registre écrit de... oui. Ben oui, OK. Je les enregistre même. Fait que, je vais continuer, il m'en reste encore 3-4. Merci à tous ceux qui m'ont traité d'épais, d'idiots,
de con puis de mangeur de marde. Merci à ceux qui m'ont menacé de venir me crisser une volée après ma job. Merci à ceux que j'ai expulsés physiquement de l'édifice parce qu'ils m'ont permis de me garder en forme. Merci aux personnes qui ont remonté leur masque avec leur majeur. Puis finalement, je voudrais dire un grand merci aux conspi parce qu'ils ont enfin mis en lumière mes collègues satanistes cannibales qui mangent des enfants, comme Lady Gaga, parce que qu'est-ce qu'on a ici, les enfants. Hey, merci, Tony. Salut, avec plaisir. Fais attention à toi, man. Okay. Ça a pas l'air. Merci. Ah ouais, attends un conseil, petit peu, t'as un conseil de Chinook, toi, là. Ah ouais. Mais tu vois, normalement, j'avais gardé pour quelqu'un d'autre, puis genre, c'était le contraire, mais je disais, c'était supposé être, tiens-toi loin de non, c'est pas Mario Roy, comment il s'appelle? Pierre Dion. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ça serait, j'aimerais ça voir Gab Lantier avec Pierre Dion. Faire affaire avec Pierre Dion. Invitez-le à 70%. Je touche pas à ça. Je touche pas à ça, même avec un souvenir. Hey, merci beaucoup, Gab. Hey, merci, gars. Il reste loin de Pierre Dion, c'est le conseil de Chinook. Ah, ouais, ça y est, et c'est applicable, je dirais, à tout ce qui réfléchit. Il agit, en tout cas, comme pour repousser ça, tout ce qui réfléchit. On s'en va vers peut-être le chat avec notre pote Chinook, un petit commentaire. Après ça, j'ai une nouvelle chronique pour vous. On va aller parler avec Jason Keys, qui va nous faire un résumé de conspirationniste à nouveau. Vas-y, mon cher. Il y a Muguette qui dénonce l'utilisation du terme whippet par Tommy pour insulter un nono. Les whippets n'ont rien à voir là-dedans. Je m'excuse. Trop bon, les whippets. Aïe, merci d'être avec nous, Muguette. Là-dessus, est-ce que je parle avec Jason? Ah non. OK. Bon, on va l'attendre. Jason, en fait, je fais un podcast de Magic the Gathering avec lui depuis 100 épisodes, ça veut dire à peu près 2 ans. Et c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la chose complotiste. Et comme Martin, voilà, mon cousin et ami, qui va être ici mercredi pour écouter 3 heures de vidéos conspirationnistes francophones, je vous le dis, je suis rendu all-in. Il se passe de quoi chaque jour. Donc, voilà, Martin et lui, chaque semaine, vont se passer la POC, puis on va vous faire on pourrait appeler ça un petit résumé d'un complotiste en particulier. Cette semaine, c'est Jason qui commence. Et Jason, bonjour. Hey, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis venu vous parler du druide de Marseille. Le druide de Marseille, je vais aller chercher une image pendant que tu commences ton exposé sur le docteur Raoult, c'est bien ça? Le Didier Raoult, c'est un microbiologiste et le directeur de l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille. Donc, le gars, c'est pas un deux de pique. On s'entend là pour être le directeur de ce qui est à peu près l'équivalent, mettons, là, d'un gros hôpital à Montréal. C'est un spécialiste là, des virus et des microbes. Il a défrayé la manchette pas mal cette année. Vous avez sûrement déjà entendu son nom. Si le nom de Didier Raoult ne vous dit rien, vous le connaissez probablement par sa recette miracle, l'hydrochloroquine. Donc, c'est devenu l'espèce d'élixir des conspirationnistes. De moins en moins, je vais expliquer pourquoi, là, mais au début de la pandémie, pendant l'été, là, tu ne pouvais pas parler qu'un conspirationniste sans qu'il te casse les oreilles avec la dictature qui nous empêche de prendre de l'hydrochloroquine. Donc, de l'hydrochloroquine, c'est quoi? C'est vraiment simple. C'est un médicament qui est très cheap, qui est surtout utilisé dans le tiers-monde où il y a de la malaria. C'est un médicament qui permet de guérir la malaria. Le problème, c'est qu'il y a des gros effets secondaires, notamment sur le cœur, mais aussi les yeux. Ça peut causer de la cécité. Donc, quand tu prends de l'hydrochloroquine, il faut que tu te fasses suivre par un médecin après. Tu me suis, Tony? Oui, je te suis. Dans le fond, c'est que le médicament qu'il propose a de gros effets secondaires desquels on dirait qu'il y a plusieurs complotistes ne tenaient pas compte quand venait le temps de propager la bonne nouvelle de la potion de ton druide marseillais du nom de Didier Raoult. Exactement. Puis, donc, faut mettre un peu le contexte de pourquoi il est devenu populaire. Moi, j'ai un concept très simple dans la vie. Quand je découvre un nouveau scientifique controversé comme Didier Raoult, je vais tout le temps voir si c'est des climato-sceptiques. Je sais pas si tu fais la même chose. Ah, toi, non, j'ai pas donc, ça me donne tout le temps un angle d'abord. Un angle d'abord. Puis, Didier Raoult est
climato-sceptique. Ses plus récentes déclarations sur le sujet remontent à 2017, où ce qu'il dit carrément qu'il ne croit pas que les changements climatiques existent. Donc, déjà là, tu fais comme... Un autre aspect important que je veux mettre l'emphase dessus, c'est il y a 2 organismes gouvernementaux français qui financent la recherche en France, le CNRS et le INSERM. Donc ça, on a un peu à peu près l'équivalent au Canada. Là. Dans le fond, c'est l'État fédéral qui finance de la recherche en sciences. En 2018, ils ont retiré leur subvention à l'Institut de Didier Raoult parce que les médias avaient révélé une espèce de régime de terreur que Didier Raoult faisait sur ses employés. Il y avait de nombreuses accusations de harcèlement psychologique puis de discrimination au travail. C'est que ça l'avait un peu terni beaucoup son image à l'époque. Puis il s'est un peu réhabilité grâce à la pandémie qui est arrivée 2 ans par après. Dans le fond, pour bien comprendre, il faut se remettre en contexte de le début de la pandémie. Là. Au mois de mars, où il y avait comme soudainement plein de morts. L'Italie avait 1000 morts par jour à l'époque. Ouais. La France, ça frappait fort aussi. Puis là, on ne savait pas trop comment gérer cette pandémie-là. Didier Raoult, lui, il est très média-CV, ses réseaux sociaux, puis ça, il faisait des chroniques sur YouTube. Puis là, il s'est mis à dire qu'il avait sauvé des centaines de patients en leur donnant de l'hydrochloroquine. Puis c'est un peu ça qui a starté là, sa renommée. Il s'est dit, j'ai trouvé le remède miracle qui guérit le COVID-19. L'hydrochloroquine, ce médicament pour la malaria, quand on le donne à des gens atteints de COVID-19, ça les guérit. Pas assez le mot, tu sais. Puis là, au début, les gens ont un peu embarqué, même Amir Kadir, là, que j'ai le plus grand respect pour ici au Québec, c'était ça un peu le relais de ces théories-là au mois de mars l'année passée. Sauf qu'il y a de plus en plus de médecins qui ont fait comme « Hey, wow minute, ça, là, ce médicament-là, c'est pas prouvé hors de tout doute par des recherches scientifiques que ça guérit le COVID-19. » Puis on vous met en garde parce que ça a des effets secondaires qui peuvent causer la mort. Donc, ils se sont mis au courant du mois d'avril, mai, à faire de plus en plus de recherches. Il y a la Suède, un peu comme dans l'engouement créé par le docteur Raoult, la Suède s'est mise à guérir, à prescrire de l'hydrochloroquine à ces gens atteints de la COVID. Puis les hôpitaux à New York là, qui étaient débordés à l'époque. Puis rapidement, on s'est rendu compte que c'était vraiment une mauvaise idée. Puis c'est de là que tout le complot a commencé à sortir. C'est que de dire comme tu sais, c'est pas nécessairement Didier Raoult qui poussait ça, mais c'est toutes comment je peux dire ça, le web complotiste mondial a sauté sur l'occasion pour dire regardez. Ouais. Il est devenu lui il est devenu la mascotte il a perdu le contrôle totalement. Là. Il sait plus. Totalement. Il sait plus son opinion est rendue où là. Je dirais pas que Didier Raoult, c'est un complotiste au même titre que les autres, là, tu sais, Alex Jones et compagnie. Là. Ouais. C'est plus je dirais plus un genre de docteur fou qui voulait j'ai parlé tantôt là, qu'il avait perdu son financement et ces choses-là. On dirait qu'il y a tout le temps une espèce de vendetta contre l'État quand il parle, contre l'espèce de dictature des médecins qu'il appelle. Puis de plus, ce qu'il a vraiment lancé, en fait, c'est quand que le Fox News s'est mis à inviter des chercheurs, pas des chercheurs, là, mais des complotistes, justement, qui se sont mis à dire tu sais, regardez, en France, il y a ce docteur-là qui a prescrit de l'hydrochloroquine puis a sauvé plein de monde. On devrait faire la même affaire aux États-Unis, mais tu sais, les méchants gauchistes mondialistes nous empêchent. Ça, bien sûr, ce qui a lancé vraiment Raoult internationalement, c'est que Donald Trump, il écoute Fox News, et qui s'est mis au courant du mois de mai à parler du docteur Didier Raoult puis de l'hydrochloroquine. Fait que à partir de là, tu sais, comment je peux dire ça, la boule de neige a de plus en plus grossi. Il y a même, je sais pas si tu as entendu parler du Demon Sperm, Tommy? Quoi? Le Demon Sperm. Le sperme de démon, non, je n'ai pas jasé de ça récemment. Au courant du mois de juillet, il y a une espèce de docteur qui est apparu puis qui avait été retweeté par Donald Trump. C'est une docteure en Louisiane ou en Alabama, là, un de ces deux. Je pense qu'elle était au Texas. C'est la noire là, qui venait d'Afrique de l'Ouest, je pense. Non, mais il me semble que, peu importe, on va pas s'expliquer. Whatever, on avance. Là. Mais elle a fait une conférence de presse devant le Congrès, puis en disant qu'il faut donner de l'hydrochloroquine. Donald Trump a repris ses mots, puis les gens ont fait des recherches après, puis se sont rendus compte que oui, elle était médecin, mais elle était aussi preacher, parce qu'aux États-Unis, n'importe qui peut être preacher. Tu sais. Ouais. Fait que, ils ont découvert des vidéos d'elle sur YouTube où elle disait que dans le fond, là, tu sais, c'est le baratin habituel des preachers, là, tu sais, les choses que Tommy Godette aime, ça vient du démon. Là. Fait que là, elle a fait une espèce de parallèle que
les mauvaises idées, c'est comme du sperme de démon, puis nous, on est le réceptacle, puis là, ça crée le mal. Fait que là, ils l'ont appelé, googlez ça, le demon sperm, le sperme de démon. Puis elle, ce serait comme une émule du Dr Raoult par la bande, parce qu'elle c'est une adaptation américaine. Une adaptation américaine. Une adaptation américaine du film français. Est-ce que c'est bon? Fait que... le problème, c'est que là, à partir du mois d'août, Didier Raoult, son étoile a beaucoup pâli, même parmi les conspirationnistes, parce que là, tu sais, au début, au printemps, il y avait beaucoup de docteurs qui essayaient, mais là, tu sais, pendant l'été, la Suède a fait comme c'est de la merde, ça. Les autres docteurs en France ont fait la même chose. Ils ont fait comme des recherches sur les recherches que Didier Raoult lui-même avait fait par rapport à l'hydrochloroquine, puis se sont rendus compte, regarde, j'ai la citation ici, là, il y avait 6 patients de sa fameuse étude là, qui disait voici, j'ai la preuve que ça fonctionne. Il y a 6 patients ont arrêté précocement leur traitement pour diverses raisons. 3 d'entre eux ayant dû être pris en charge aux soins intensifs et 1 étant décédé. On fait comme ouais. Puis là, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que quand ils avaient publié ces affaires au début, ils avaient exclu ces cas qui avaient mal viré. Ils les avaient cachés en dessous du tapis. Là. Ça a comme boosté la controverse. Puis aussi, c'est ça, tu sais, à mesure que les médecins ont fait comme ouais, c'est pas mal la merde ce que tu proposes, on a de moins en moins entendu parler au moment où ça commence la deuxième vague. Puis je pense que ce qui a mis le clou dans le cercueil de Didier Raoult, c'est que la crotte de fromage orange, cette semaine, écoute, il a attrapé la COVID et alors qu'il avait passé le printemps à vanter l'hydrochloroquine, soudainement, on n'en entend plus parler. C'est l'homme le plus puissant du monde qui est contre le Deep State et tout ça, ne prend pas le remède promis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ça va pas bien. Puis, si je peux faire la conclusion, il y a des plaintes qui ont été déposées officiellement par l'Ordre des médecins à la fin septembre, qui l'accusent notamment d'avoir induit en erreur les recherches scientifiques. Ben oui. S'il a caché les cas qui ne faisaient pas son affaire, c'est criminel en esti. Il y a du monde qui je veux dire, juste créer de l'espoir, c'est cruel. Puis après ça, s'il y a des morts, puis du monde qui se pitchait du bleach dans les veines on the side, là, ça vaut pas cher la livre, là, Jason. Je suis pas fier de M. Raoult. Donc, j'ai fait un espèce de résumé de 6 mois, je sais pas combien de minutes ça m'a pris, là, mais ça donne un portrait assez... moi, je trouve que c'est un aspect qui est vraiment important des théories de conspiration, c'est que pour qu'une théorie de conspiration marche, c'est un peu comme un tramway. Il faut qu'elle reste sur sa trame de réalité. Tu sais, comme Didier Raoult, il a bénéficié d'un vide scientifique au mois de mars. Il n'y a personne qui savait quoi faire avec la grippe. Il a dit, moi, j'ai le remède miracle. Puis les remèdes miracles, si tu le sais, Tommy, c'est les gens sautent là-dessus. Ben oui, le monde aime ça. Ben oui. Les remèdes miracles. Puis là, si après ça, l'État, qui est vu comme le mal, t'empêche de prendre le remède miracle, ben c'est tous les ingrédients sont là pour faire un bon complot. Voilà, effectivement. Ben, merci beaucoup, Jason, d'avoir participé à 70%. C'est un plaisir de t'inclure dans l'équipe le temps qu'il faudra, parce qu'on sait que tu n'habites pas à Montréal, donc ça ne pourra pas continuer quand on va finalement retourner au brouhaha, faire des shows live. Peut-être que ça va exister, ce concept-là, avant longtemps. Mais merci beaucoup. Je voulais en apprendre sur le monsieur. Puis voilà, hein, c'est sûr que Jason, je pense pas, ne prétend à l'objectivité dans ce dossier-là. Pas du tout. Et on vous invite, moi comme lui, à aller faire vos recherches, à aller voir par vous-même, essayez de trouver sûrement la même conclusion que nous autres, là, parce que sinon vous êtes cave. Mais... on connaît mieux notre Didier Raoult. Ben voilà, on en a découvert sur Pokémon Panoramix. Toi, tu as dit qu'il y a un... Le druide de Marseille. Il y a le journal Le Figaro ou Le Monde, là, qui est un des plus gros journaux en France. Leur caricaturiste pendant l'été, ils avaient juste la page de la caricature, c'était juste, ils avaient juste pris un dessin de Panoramix du Derzo, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas de contexte, c'était juste tu ouvrais la page des caricatures, tu avais juste Panoramix à côté de son gros chaudron.
Et voilà, Tout rempli le monde comprenait, là, d'hydroxychloroquine. tout le monde comprenait de quoi ça parlait. C'est Ouais, bon. Puis nous autres, notre druide, ça serait genre Doc Mayou, genre le druide du Québec. Probablement, mais il fait du fromage. Puis les druides aiment ça, le Ah, fromage. mais tu vois. Hey, Jason, avant de te laisser aller, on a une surprise pour toi. Chinook qui donne des conseils aujourd'hui. Ah ouais, ben écoute, check toujours les marches avant de mettre le pied, parce que des fois, là, hein, les T'es-tu téléphones... sérieux? ah, T'es-tu sérieux? T'es-tu sérieux de me dire ça? ben oui, écoute, les Je me accidents... suis cassé la gueule dans les escaliers aujourd'hui. Ah, ben tu vois. Pas de joke! C'est pas des jokes, man. Je descendais, là, puis j'ai manqué une marche. Bon, on peut peut-être... Conjoncture, hein? On peut peut-être le rappeler à tout le monde. Hein? À Douteux, on est très pro pour la sécurité dans les escaliers. S'il vous plaît, faire attention dans les escaliers. Ouais. Ça marche. Faites attention à vous. Fais attention à toi, Chinook. Toi, oui, mais toi, Jason... T'es un devin, man. T'es un devin, Chinook. écoute, c'est notre Chinook, puis on ne l'échangerait pas même contre 2 Chinooks. Fantastique. On Aïe, se revoit bientôt. You bet, on se tient au courant. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de plus de Jason, on vous conseille Terrain Basique, un podcast sur Magic the Gathering dans lequel on parle vraiment pas souvent d'elfes. Comment ça va, toi, mon Chinook? Le chat, ça passe pas mal? C'est vrai que je suis plus comme un visionnaire qu'un devin, moi. Plus un visionnaire qu'un devin. Oh, t'as bon. Ouais, écoute, moi, j'ai une vision un peu myope, là, mais... Hey, cette fois-là, on va rejoindre Christine Cloutier, s'il vous plaît. Est-ce que Christine entend notre appel? Sinon, en dessous, il y a encore David Icke. J'aime beaucoup ça, regarder ça. C'est quand même... il y a plusieurs panneaux, il y a plusieurs illustrations. Sinon, on le voit en train de se péper, là. Puis là, tu vois là, hein, le monde des pyramides et tout et tout. J'ai oublié de laisser aller la sonnerie une première fois. Ouais, elle est pas assez punchée, genre. Toi, t'en veux plus, hein, Chinook? Ouais. Et voilà. À qui je parle, là? Tu parles à Christine? Hey, salut, Christine. Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu à 70%. Oh my God, ça m'a laissé de bout. Mon téléphone qui était mort la dernière fois. Ben ouais, on a vu ça. Puis l'autre fois d'après que j'avais été invité, c'est moi-même qui étais morte, là. Bon, écoute... Chinook a été témoin, je me suis tellement donné sur mon royal. Oh oui, elle a gagné des niveaux, là. OK, bon, écoute, l'important, c'est d'aller vers l'avant. De quoi tu nous parles à soir? Ah ma chronique est super courte, c'est pour ça que je mets un peu de mousse autour. Moi, le plus loin... Je t'en prie. Moi, le plus loin qu'on s'est rendu dans notre game de Dungeon, c'est level 12. Ah, mais quand même, hein. Non, mais le pire, le plus drôle, c'est que c'était, tu sais, la 3e édition, là, une éternité et quart. Ah oui, ça, c'était fou, là. Des fois, t'avais des plus 884 au point de vie, puis des affaires de même, là. Ah oui, c'est comme malade. Là, c'est comme on était là, puis on était level 12, puis comme, oh my God, on est donc bien épique avec nos level 12. Puis une semaine après, il sortait le livre qui est vraiment épique, puis qui disait que t'es pas épique avant le level 21. Puis là, c'est comme, là... Laisse-moi donc être épique quand ça me tente. Oui, si on le file épique, de toute façon, on sait le mot épique est tellement rendu galvaudé à cette heure. Genre, nous autres, on était très déçus que officiellement dans Dungeons Dragon, épique, c'était pas avant le level 21. Ah ouais, c'est écrit, puis il y a comme la... Ouais, 3e édition, ça a beurré pas mal, là. C'est vraiment le livre, genre, elle disait, ce livre-là, si tu veux faire des games vraiment épiques, puis tu peux pas faire ça avant le level 21. Puis là, c'était là qu'il y avait les 8 attaques par tour, puis les plus 44 pour toucher, puis les plus 44 de dommages, puis tu peux cliver genre la terre entière sur un bon jet, puis ça veut juste fucking pas de bon sens, là. Ouais, fait que c'est ça, fait que la chronique que je voulais faire l'autre fois, à cause de la 2e vague, est encore pertinente. C'est-tu pas le bonheur? Yeah! Yeah, la 2e vague, yeah! Yeah! On est donc contents de la 2e vague. Oui, vraiment. Vas-y, on t'écoute. Hey, fait que c'est ça, en fin de semaine passée, moi j'ai passé presque 10 heures sur Messenger. Ben vraiment, là, 10 heures solides sur Messenger. Puis là, je me suis posé la question, c'est comme, ça compte-tu pour une vie sociale, ça? Je pense que oui. Je veux dire, c'est comme le faux sexe. Est-ce que ça compte pour du vrai sexe? Non, ça j'irais moins. Ça, j'irais moins. Ça, c'est comme... Mais bon, tu sais, COVID, confinement, j'imagine que des fois, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour réinventer la guerre. Qu'est-ce qu'on peut dire pour faire face au pays normal? Oui, puis qu'est-ce
qu'il disait en 1920, durant la grippe espagnole, qu'il n'y avait pas de Wi-Fi, puis il ne pouvait pas te chatter pendant des heures. J'y ai tellement pensé à ça, ouais. C'est Qu'est-ce que quand t'as fou, pas de là. Zoom? Tu sais, il n'y avait pas de Zoom en 1920, là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais sans Wi-Fi, la question vraiment la plus pertinente, c'est sans cet outil de recherche absolument extraordinaire, est-ce qu'il était plus ou moins cave en 1920? Ben, veux-tu, moi, je pense que c'était exactement pareil. Si on parle au niveau de la connerie, là, je pense que c'était exactement pareil. Mais il n'y avait pas un vecteur de conneries aussi puissant que YouTube dans ce temps-là, genre, c'est comme... Ben, YouTube, il y a des belles affaires là-dessus aussi, hein. C'est comme le reste, là. Je veux dire, tu peux apprendre comment fabriquer une maison de A à Z en checkant des how-to sur YouTube. Il y a du monde qui finissent des bacs sur YouTube. Il y a le mieux comme le pire là-dessus, là. Ah, il y a PragerU. Ouais, voilà. Il y a PragerU. Oui, voilà. Que tu peux tout apprendre sur PragerU tant que c'est comme tu dénies la réalité, genre. C'est cocasse. En général, quand je parle d'usage sur Messenger, en général, c'est drôle. Tu sais, je parle à ma communauté, je parle avec des personnes trans, gars ou filles. Puis, c'est vraiment drôle parce qu'on dit qu'il y a juste deux types de conversations que tu as quand tu parles avec d'autres personnes trans. Version A. Hey, salut, allô, comment ça va? Hey, t'as une fille câlin? Oui, tout, j'ai une fille câlin. Hey, voilà une photo de toi à poil. Hey, quand voilà une photo de moi à poil. T'as-tu fait ça de la porn, oui? Hey, moi aussi, j'ai fait de la porn à un moment donné. Oui, c'est vraiment cool. En passant, 967 personnes ont vu mon zizi. Ça compte. Ça va vite, hein? Vous skippez des coins ronds, on pourrait dire. Non, ben, ça va rester à 967 parce que la personne qui s'en occupait et we have a falling out. Fait qu'elle a enlevé le vidéo. Fait que c'est comme juste ça. On sait pas, dans l'avenir, tout est possible. Sauf qu'il y a aussi le côté B. Tu sais, là, t'es comme, tu genre avec une personne trans, puis c'est comme, je rush, je suis malade, je vis dans un crack house, ma mère a essayé de me tuer, je vais me ramasser dans la rue, je pense que je suis neurodivergent, puis j'aime pas le sushi. Puis là, c'est comme, tabarnak, t'aimes pas le sushi, c'est comme, pourquoi qu'on prend notre temps à parler, tu sais, je sais. What the... Why? Je prends d'en pardonner des affaires, mais il y a des colis de limites. C'est comme, OK, tu vis dans un crack house, puis ta mère a essayé de te tuer, une personne trans sur deux, sa mère a essayé de la tuer, t'es pas... Attends un peu, là. C'est-tu vrai, ça? C'est comme juste une opinion? Non, j'exagère. OK, je comprends, c'est une allégorie. Disons que chez les personnes trans, les personnes trans sont acceptées par leurs parents, puis ça va super bien, c'est la minorité, là. Ça, ouais, je comprends que c'est encore comme plus récent aussi que juste l'homosexualité, là, sans tout mettre dans le même panier, là. Je veux dire, les mœurs évoluent lentement, puis on n'a pas encore digéré que des hommes puissent aimer des hommes, fait que des hommes qui se trouvent des femmes, puis là, je veux dire, on connaît les thérapies par l'hormone, maintenant il y a des opérations qui se font qui sont autre chose que juste mettre une hache là-dedans, mettons. Là. Fait que c'est ça. Je veux dire, moi, je suis all-in pour vous, puis pour vous, autant que tu t'associes à tout ça. Là, je veux dire, pour les personnes trans, qu'elles soient comme elles ont envie d'être. Voilà, l'acceptation va être une longue lutte, c'est sûr et certain. Là. J'aimerais souligner quand même deux choses importantes. C'est pas vrai qu'il y a la moitié des mères qui veulent tuer leur enfant trans. C'est pas vrai. Là. Non, voilà. C'était une allégorie. Là. Moi, je voulais... Parce que toi, tu dis, moi, je pense que c'est du cash, là. Ouais. Puis, excuse, c'est vrai, hein, parce que je suis comme la sommité en la question. T'es ma sommité à moi, en tout cas. Oui. Fait que c'est ça. Non, c'est pas vrai qu'il y a autant de mères qui essaient de tuer leur enfant trans. Puis deux, c'est vraiment drôle, parce que tous les vagins artisanaux que j'ai vus à date étaient tous faits par la même personne. Ils devraient comme signer dans une des lèvres ses initiales. Ce serait vraiment cool. C'est bon, ça. C'est très, très drôle. C'est un Pierre Brassard. OK. Il fait comme, nice job. Nice. PB, oui, dans un coin. Nice. Oui. Et une autre tangente, ça a l'air qu'il y a un Québécois sur 5 qui pense que la 5G va être activée par une puce que Bill Gates va installer grâce à un vaccin qui va activer un virus. Oui, fait en Chine grâce à des chemtrails russes dans notre glande pinéale. Ouais. Fait que si un Québécois sur 5 qui pense ça, comment ça se fait qu'il n'y a pas un
4 Québécois sur 5 qui n'ont pas le goût de se garocher dans le fleuve quand ils entendent des niaiseries de même. Ben, il y en a plein. C'est juste qu'ils se retiennent de se garrocher dans le fleuve. Parce que, on est le 4 sur 5 Québécois qui sortient de garocher dans le fleuve. C'est sûr, se faire enculter, ça a des répercussions pour toutes les personnes qui nous aiment. Hein? Ça, c'est sûr et certain. Ben oui, il faudrait rappeler à ces gens-là que ça vaut pas la peine de leur mettre une puce dedans parce qu'ils sont déjà sur Facebook. Puis quand t'es sur Facebook, ben ils savent déjà tout sur toi, genre. Ouais. Puis même t'es content quand il y a plus de monde qui en sait plus sur toi. Ben oui, c'est comme you're not worth. Ça vaut pas la peine de te pousser, honnêtement. Là. You're not worth it. Ah oui, je comprends. Fait que la question que je voulais poser avec tout ça, là, je reviens là, à mon questionnement originel, là, parce que ça a l'air de rien, mais je vais avoir quelque part avec ça. C'est comme. Fait que est-ce qu'une vie sociale sur Messenger, ça compte comme une vraie vie sociale? Est-ce qu'un faux de sexe, c'est du vrai sexe? Oh my God! Est-ce qu'une chronique faite au téléphone compte comme une vraie chronique, Tommy? Moi, à part le sexe, OK, oui à toutes. Oui à toutes. Ouais. C'est tellement pas le même feeling que de faire une chronique devant du monde. Là. C'est différent. Ça, il n'y a personne qui va dire que c'est la même affaire. Ça, c'est sûr et certain. Hey, t'as-tu besoin d'un petit conseil de Chinook? J'ai l'impression que tu es arrivé au bout. C'est pour ça que je me suis permis. Oui, ben voilà, Chinook a un conseil pour toi. Hein? J'avais besoin que tu me rassures. Tu l'as fait. C'est merveilleux. Je vais prendre le conseil de Chinook. Écoute, Christine, frappe toujours la première. Oui, puis je vais aussi me rappeler de ne pas me ramasser en camisole quand tu fais juste 12, parce qu'une fois que tu arrêtes de te battre, il fait fret en esti. Ouais, il te faut une petite laine en plus. La petite laine, voilà. La petite laine, les fait ça en premier. Merci, Chinook. Merci, Christine. On s'en rejoint dans le futur. Ça fait immensément plaisir. J'aimerais dire à Chinook qu'il y a énormément de style sur le Bon Voyage. Sa veste de couleur était du plus bel effet. Ah, bon, ben voilà. Si vous êtes curieux, c'est chaque dimanche soir de l'autre bord des tam-tams, j'ai l'impression. Merci beaucoup, Christine. On s'en rejoint dans le futur. On s'en rejoint dans le futur. Bonne soirée. Oh yes, ça nous amène, on arrive tranquillement, pas vite, vers la fin de 70%. Et je réalise, en attendant que Caroline vienne nous rejoindre, que je ne vous ai encore pas informé du film qu'on écoute ce soir. C'est le mois d'octobre qui est commencé. Donc, moi et Pascal Grenier, on vous a programmé 4 films d'horreur pour le mois d'octobre. Hein, des films d'horreur, on s'entend, qui passent à douteux.org. Et celui que j'ai choisi, moi, s'appelle... Oh, tiens, on va l'écouter. Le voile. Le film de ce soir, donc, s'appelle Samedi le 14. Et pensez un petit peu à ce titre de film-là. Là-dessus, salut, Caro. Allô? Comment ça brasse? Ça brasse mollo. Ça brasse pas super, là. Écoute, ces temps-ci, je me rends compte que je vieillis. Tu sais, je sais pas si c'est la quarantaine, l'approche de la quarantaine ou l'approche de la quarantaine en quarantaine, mais on dirait que je suis comme de plus en plus nostalgique. J'ai comme de plus en plus envie de raconter mes histoires, tu sais. Fait que, je vous ai préparé une petite chronique tranche de vie pour ce soir. Wow, tranche de vie. Écoute, on remonte à... Je me rappelle plus trop quelle année exactement, là. Parce que c'est vrai que j'ai envie de raconter mes histoires, tu sais. J'en ai plein, puis je les raconte pas souvent. Fait que mon petit côté ma tante qui ressort, là. Fait que, bref, à l'époque, j'habitais dans un appart qui était assez spécial. J'étais dans une espèce de bégasse maison qui avait été complètement séparée en deux sur le sens de la largeur. D'abord, il y avait des bureaux pour une compagnie de VR, puis de l'autre, il y avait 2 appartements, un en haut, puis le mien en bas. On était dans une zone pas très développée, il n'y avait pas beaucoup d'autres habitations dans le coin. Il fallait savoir en tabarnouche qu'il y avait des appartements dans ce coin-là parce que c'était pas évident. La seule façon d'arriver chez nous, c'était de contourner la maison, de rentrer dans le champ de VR. Des VR, c'est des véhicules récréatifs pour ceux qui ne le savent pas, là. En tout cas, rentrer dans le champ de VR, trouver la cour clôturée, l'entrée de la cour, puis finalement l'escalier caché en dessous du patio au fond de la dite cour pour descendre jusqu'à ma porte, qui, il faut le préciser, était en réalité une porte patio. J'avais même pas de porte ordinaire, c'était vraiment un sous-sol de maison qui avait été converti en c'est là que c'est donc bien capoté, cette place-là. Ça te prenait combien de temps à déblayer l'entrée quand il neigeait? Ah, ça, c'est pas dans mes bons souvenirs. Ah, bon, sûrement. Hein? Les marches étaient pas si pires parce qu'elles étaient cachées par le patio en haut, mais écoute, la ligne de mon char, là, est si bol que c'était quelque chose.
Mais en tout cas, ouais, même si ça a l'air chiant un peu comme ça, si tu lis entre les lignes, tu te rends compte que le voisin d'en haut puis moi, on avait quand même une cour clôturée privée juste pour nous deux, entourée de VR et de compagnies qui faisaient du 9 à 5 du lundi au vendredi. Hein? Fait que j'étais fin vingtaine, je venais de me séparer d'une relation de 7 ans, j'étais en mode party sur un méchant temps et c'était parfait comme spot. C'était vraiment écœurant. Le voisin d'en haut, lui, écoute, c'était un cliché ambulant, sérieux. C'était un cuisinier, mais genre style gastronomie, high class, 5 étoiles, puis toutes les patentes, mais douche à l'os, là, avec des gros bras, plein de tatous, puis tout ce qui vient avec ce genre de stéréotype-là. C'est assez épique quand même de voir faire les parties avec lui puis sa gang de pareil à lui, en train de descendre des 15 à 24, de fumer des gros battes, puis parler de la création de petits desserts super fancy avec des coulis puis tout. Là. C'était quelque chose. Mais bref. Le voisin puis moi, ça n'a pas été trop long qu'on a sympathisé. On s'est mis à mixer nos parties, on a eu bien du fun. Moi, par contre, je venais de sortir d'une relation assez longue, j'avais zéro intérêt pour personne. Lui, il avait sa blonde, en fait son ex. En fait, sa blonde, son ex, même eux autres par bout, ils savaient pas tout. Mais bon, tout ça. Oh yeah. Tout ça pour dire qu'on avait bien du fun, mais uniquement platonique. T'sais. Fait que ça, c'était mon préambule. Toujours est-il qu'à un moment donné, je suis toute seule chez nous, puis là, ça cogne à ma porte patio, tu sais. Là, le voisin, il rentre, tout énervé. Caro, j'ai du moche. Ça a l'air que c'est du bon en plus. Hey, comment on fait ça ce soir? Là, je suis comme, OK, pourquoi pas, tu sais. Mais là, c'est l'automne, il fait frais, il pleut. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour que ce soit le fun? On va pas juste regarder dans le blanc des yeux toute la veillée, tu sais. Puis là, on a l'idée du siècle. On se dit, on va se louer des films d'horreur. Fait qu'on part en expédition, puis on revient avec 3 tonnes de cochonneries, des bonbons, des jujubes, chocolat, chips, name it, puis l'exorcisme d'Émilie Rose, qui venait juste de sortir. Fait qu'on s'installe. On est sur mon divan 3 places, on est chacun à notre bout. La place du milieu, elle déborde de goodies. Juste de la bouffe, ça n'a pas de sens, il n'y a plus de place, ça déborde pour vrai. Là, on attend un peu que le buzz embarque, puis on part le film. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu de l'exorcisme d'Émilie Rose, là. En tout cas, c'était un film avec ben des esprits puis ben des affaires, puis il y avait plein d'affaires qui se déformaient partout, puis c'était quand même assez hot pour l'époque, tu sais. Fait que là, nous autres, on est dans le film. On est dedans, là. Mais on est dedans solide, là. Puis là, au moment précis qu'on a vu dans toutes les bandes annonces, où est-ce que on arrive au bout, où est-ce que la fille, elle marche dans la rue, puis que là, toutes les faces se revirent vers elle, super creep, en se déformant, puis tout, genre, mes yeux captent une espèce de mouvement à la périphérie. Je regarde à travers la porte patio et je te jure, il y a une hostie de grosse face déformée là, au bord de la vitre qui est en train de me regarder. Puis elle me regarde méchant, là, mais solide. Là, là écoute, je freak. Et je bouge pas. Je dis pas un mot. Puis j'essaie de m'enfoncer dans le divan, toi. Puis c'est là que la grosse face, elle décide d'ouvrir la porte d'une frite, de rentrer chez nous, de démolir absolument tout ce qui lui tombe sur la main en hurlant « Mon tabarnak, je le savais que tu couchais avec la voisine! » Ah ben! Le trip, toi! Je l'ai bien raide sur le moche! Écoute, je vous rappelle qu'on est quand même chacun assis à notre bout du divan avec une tonne d'affaires entre nous deux. Ouais. On n'est vraiment pas tout nus, puis c'est impossible de se toucher, là. Mais écoute, j'ai assisté à la pire scène de ménage de toute ma vie. La fille est venue chercher mon voisin dans le divan. Elle t'a pogné par le collet pour le sortir de là. Elle t'a soigné dans la cuisine. Elle s'est mise à crisser les coups de pied des tibias. Mais solide, là. J'ai un méchant temps, là. Moi, là, j'ai pas bougé de ma place. No joke. J'étais gelée comme une balle sur le moche. Puis tout ce que je trouvais à me dire, c'est « Mais voyons donc! Mais que c'est ça? Je suis en train de triper, moi, là. » Puis, à un moment donné, sérieux, la fille est venue me gueuler à 2 pouces de la face. « Toi, tu couches avec mon chum! » Puis moi, j'étais vraiment zéro réaction, mais j'ai jamais été aussi... genre aussi... T'as-tu continué à grignoter des affaires pendant que ça se faisait? Le show, il est comme devenu autre chose, là. Ça aurait été magique, mais non, même pas. Puis là, lui aussi, il était gelé que le Christ, fait qu'il savait pas quoi répondre, puis que l'autre devienne violente, puis capotait de même. Fait que vous l'avez eu, votre film d'horreur, en esti, hein? Lui, il répondait pas, il essayait juste de se protéger, c'est comme « Ouch, ouch, ouch! » Puis moi, à 2 pouces de la face, la seule chose que j'ai réussi à dire, c'est comme « Non. » Puis écoute, sérieux, ça l'a désamorcé bien raide, là. Elle continue à bardasser un petit peu, puis finalement, elle a fini par calisser son camp. Puis voilà.
L'avez-vous fourré après? Ah, tu viens de me voler le punch de mon histoire. Hey, si, on avait déjà mangé de la merde pour ça. Fallait bien qu'on sache ça valait la peine. Ben, bravo à vous autres. Vous avez vaincu le monstre. Un trip de moche, hey, c'était... Ah non, c'était vraiment quelque chose. Là. C'est resté dans mes épiques trips de moche de toute la vie. Ouh là 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 là. Sûrement. Puis c'est comment ça finit le film? Ah, non, ça... Je sais plus, je me rappelle plus. On s'en reparlera. OK, c'est bon. On réessayera ça à un moment donné. Merci beaucoup, Caro, de nous avoir appelés. Je pense que Chino qui a un truc pour toi. Ben oui, écoute, dans la vie, là, tantôt, je disais de frapper le premier, tout ça, mais tu sais, en même temps, dans la vie, techniquement, t'as pas le droit de frapper le monde, tout ça. Fait que c'est pour ça que c'est aussi important d'esquiver le premier, hein, parce que c'est ça, il faut se tenir prêt. C'est bon. Faut se tenir prêt. Merci beaucoup, Caro. Hey, merci à vous autres. La bonne soirée. Bye. Ciao. Oh là 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 là, les histoires de jeunesse. Toi, t'as-tu déjà fait ça, Dimanche? Ben non. Non. Oui, Scooter. Hey, il nous reste un dernier chroniqueur avant d'aller vers le set de VJ, de notre VJ invité de la soirée, qui est dans le chat présentement. C'est Carl Deslauriers. On va en parler un petit peu plus longuement. Ça fait partie de notre série de sonneries de téléphone qu'on avait faite avec Douteux et qu'on offrait sur notre site Internet. Et on est rejoint, mesdames et messieurs. Vous l'aimez. Ça va vous faire du bien à tout le monde, j'ai l'impression. Mathieu Boudreau! Ça va me faire du bien, surtout à moi-même. Ah ouais, hein? Grosse semaine, mon Boudreau? Incroyable, Tommy. Les semaines qu'on passe, on dirait qu'ils durent une semaine. On dirait qu'il dure 144 heures. On dirait. C'est ça que j'arrive pas à identifier. J'ai pas ma calculatrice. Ouais, non, en fait, c'est pas 144. Continue, Mayol. Hey, 144 heures. On a plus les semaines qu'on avait. Cette semaine, Tommy, j'ai fait comme tout le monde au Québec. J'ai soigné mon âme. Hein? En pandémie mondiale, plus de job, l'avenir est incertain. Qu'est-ce que j'aurais fait de mieux? Hein? Du sport? Du ménage? Arrêter de fumer? No way! C'est au Québec, ici. Puis au Québec, on se soigne l'âme. Bon. Non, mais ça suffit. Ça suffit. Moi, je travaillais 70 heures semaine, full syndiqué, bord en bord, bordé de dettes, puis bang! Du jour au lendemain, je suis pogné pour rester chez nous, puis quand je sors pour l'essentiel, je suis obligé de me promener avec un masque anticonstitutionnel à envaler ma bave, Tommy. Hein? Ça reste quand même une des phrases championnes de l'année, ça. C'est ma préférée. Il n'est pas question que je laisse le deep state des États-Uniens décider pour moi quand est-ce que j'ai le droit d'envaler ma bave. Il y a bien des hosties de limites. J'ai pas l'intention de vivre sur une planète où je suis obligé d'envaler ma bave. Dans quel monde on vit? Il y a 10 ans, là. Il y a 10 ans, Tommy. Quand je gueulais après les étudiants de fermer leurs hosties de gueule puis de se trouver une job comme tout le monde parce que dans la vie, il n'y a rien de gratis, ben si tu m'avais dit que 10 ans plus tard, ce serait moi qui serais dans la rue en train de gueuler pour mes droits et libertés, d'envaler ou non ma bave, moi te le dire, je t'aurais pas cru. C'est vraiment une des phrases les plus connes que j'entends. Je t'aurais pas cru, Tommy. Non, c'est sûr. Je t'aurais pas cru, puis j'aurais sûrement fait comme n'importe qui de Saint-Esprit, hein, pour le bien de tout le monde, je t'aurais vidé mon gun dans la tête. Mais non, on est en 2020. Puis en 2020, n'importe quel esti crétin peut me raconter qu'au pôle nord de Saturne, il y a un parallélogramme parfait, puis que ça a rapport avec une guerre entre le bien et le mal sur la Terre. Moi, quand j'entends ça, Tommy, j'achète. Le mal, c'est l'État profond américain qui contrôle le MEIA, OK, le marché international de l'adrénochrome infantile. Puis le bien, c'est Donald Trump. Le gars que son slogan de campagne était « Grabber by the pussy ». Me semble que ça fait du sens quand on y réfléchit, non? Tout ça tient. Jusque-là, tout ça tient. C'est sûr. Là, c'est tellement blindé, tu peux impliquer la 5G puis le COVID. Là. Bon, si on m'avait appris à reconnaître un fait d'une opinion, hein,
ou même si j'avais juste été grammaticalement capable d'être juste quand j'écris, hein, j'aurais pu développer un esprit analytique de base qui m'empêcherait de tomber dans les biais cognitifs. Mais non! Non! J'ai eu droit à une éducation bâclée basée sur l'accomplissement de l'ego. L'important, c'est pas la situation, c'est la manière que je me sens dedans. OK, Mathieu, OK. Je le sais que ça fait pas de sens, mais qu'est-ce que tu veux? Ben, je suis incapable d'avoir une réflexion cohérente, moi, par rapport aux situations qui m'entourent, hein? Fait que je fais comme tout le monde, Tommy. Je fais mes recherches. Hey, mais là, attention, Tommy. C'est pas n'importe quelle recherche, là. C'est des vraies recherches. Google, YouTube, Wikipédia, name it. Je les ai toutes lues. Jeudi soir, là, toute la nuit, moi, j'ai écouté des documents vérité. Hey! Ben beau être sur YouTube, là, c'est quand même le National Geographic, puis History Channel. Moi, te le dire, ça fait réfléchir. Sacrément. Oui. Des petites statuettes en or, des pierres taillées avec de la technologie impossible d'accès aux sociétés primitives qui nous ont précédés. Tu sais, on n'est peut-être pas seul dans l'univers. Oui, effectivement. Bon, là, je sais que j'ai l'air là, de sonner comme un ado de 17 ans en pleine crise d'adolescence. T'as raison. Mais c'est mon père qui disait, il disait, il est jamais trop tard pour se réveiller. Bon, lui, il disait ça parce qu'il n'y avait pas de job, hein? Rien à faire. Mais... Ah, c'est t'es con. C'est pas ça le point. Non. Le point, c'est que ça fait trop longtemps que les médias de masse du gouvernement corrompu nous manipulent avec leur menterie. Mais c'est fini, là. C'est fini. On est réveillé au Québec. On l'a fait, la différence entre un spaghette et un ramen. Continue la vérité. Continue certain, j'ai le bras dans les airs, Tommy. Hey! Ça va faire, là. J'ai le sang qui redescend tout dans le cœur, là. Hey! Bras bleu. On est réveillé au Québec, Tommy. On le sait que d'avaler nos baves, c'est criminel contre l'humanité au grand complet. Puis j'en oublie. J'en oublie une crise de gang de moutons. Les moutruches. Hey, là... Je peux-tu te conter quelque chose qui vient de m'arriver? Vas-y, mais je vais descendre mon bras. Okay. Je t'imaginais tellement avec le bras d'un serre en plus. En fait, j'ai parlé avec quelqu'un ces temps-ci que je suivais, guillemets. On était des amis Facebook, puis sa blonde là, a fait un live, puis elle parlait d'énergie vibratoire, puis de positivisme, puis que si on était seulement 35 millions des 7 milliards d'humains sur la Terre, ben on pourrait changer l'énergie vibratoire de l'humanité, puis ces affaires-là. Puis elle disait qu'on était dans une dictature, puis là, j'ai demandé est-ce qu'elle fait des jokes, ta blonde, puis blabla. Puis puis à un moment donné dans la discussion, cette personne-là m'a écrit, c'est parce que j'en ai plein le cul de ne pas voir mes parents parce qu'il n'est pas question que je mette un masque. Puis tu sais, on était dans une dictature parce qu'il ne pouvait plus voir ses parents parce qu'il ne voulait pas mettre de masque. Et ça, j'ai trouvé ça beau. Je me suis senti super responsable, puis mon empathie a kické in, puis j'ai fait « Ah, pauvre grand garçon ». J'ai trouvé ça difficile. Épouvantable, Tommy. Oui. Épouvantable. Oui. Il est pogné chez eux. Il ne peut plus voir ses parents. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il emballe sa base. Parce qu'il veut pas mettre de masque. Il ne veut pas mettre de masque. Pourquoi? Parce que lui, il a le droit, s'il veut, qu'au moment où il a l'impression qu'il doit le faire, il peut expulser sa base, Tommy. C'est des notions de base. Tu peux pas avoir une société qui fonctionne si les gens sont privés de pouvoir expulser leur base. Emballer nos baves, c'est criminel. C'est criminel contre l'humanité. Faut le dire. L'humanité, Mathieu. Là, l'humanité. Là, les menaces, Tommy, les agressions physiques, c'est rien, ça. Les menaces et les agressions physiques, rien. Parce qu'on peut pas arrêter un loup de crier dans la bergerie pendant que les moutons dorment à cause que les souris dansent. Hein? Ça suffit, les yeux fermés. Le peuple, c'est nous autres qui tient le volant.
arrestation citoyenne dès minuit ce soir. Puis dimanche prochain, je suis en train de répondre aux questions du Chris de Roi du Plateau à Guy Lepage. Là, moi, j'ai pas peur que tu me le dises que j'ai pas de classe, Lepage, parce que je m'assume, moi, Chris. Il y a des manières de parler au monde, mais je la connais pas. En tout cas, là, j'organise une manifestation sur Facebook. Soyez-y. On va faire bloc ensemble. S'il a raccroché, calisse, Mathieu, tabarnak. Hey, peut-être, Chinook, tu peux quand même envoyer le message à Mathieu, hein, son conseil. Qu'est-ce qu'il faudrait? Ben, j'avais laissé sortir. Tu vois, j'ai écrit ça dans mes papiers. Laisser sortir. J'aime ça. Laisse sortir. Laisse sortir. Laisse ça sortir, Mathieu. Ça y est. Là-dessus, ça nous amène à la fin de 70%. Je veux le mentionner avant la fin de l'enregistrement du podcast. Le VJ de ce soir, c'est Carl Deslauriers qui nous suit sur la chaîne de Douteux TV sur Twitch depuis un bon bout de temps. Et Carl Deslauriers, en fait, c'est quelqu'un qui, depuis 3 ans, souffre de quelque chose qui s'appelle la sclérosis amyotrophique latérale. C'est la maladie qui a été rendue célèbre par Stephen Hawking, très tristement célèbre d'ailleurs. Et Carl, en fait, c'est quelqu'un qui, je dirais, passe beaucoup de temps devant son écran et il a passé un temps à nous monter le set de VJ qu'on va aller là. Et à toutes les fois que j'en apprends sur le bonhomme, je le trouve immensément courageux dans ce qui est en train de lui arriver. Donc, je voulais y envoyer officiel un gros fist bump. Puis, j'ai bien hâte d'aller te voir, mec. Carl Deslauriers, donc, VJ pour ce soir. Un gros merci à tous les chroniqueurs. Merci aux 2 nouveaux. On a eu 2 nouveaux chroniqueurs ce soir, là, de rien. Gab Lantier et Jason, qu'on va certainement réentendre. Merci à vous 2. Merci à toi, Chinook, aussi. Ça fait plaisir. J'aime beaucoup ça que tu aies préparé des petits cours pour nos invités, pour nos chroniqueurs. Je suis sûr, en fait, c'est pour eux autres. C'est le fun pour eux autres. Oui, c'est des bons conseils. Et le monde aime ça aussi, avoir une bonne dose de Chinook, c'est sûr et certain. Donc, merci à toi, Chinook. Merci à podcast.com, Radio H2O. Pas merci à Pierre Dion. Restez loin de Pierre Dion, c'est sûr et certain. Tu sais comment le reconnaître, lui? On le voit de loin avec son téléphone en haut. Souvent, ça fait du bruit, là, comme un char avec un système d'alarme, sauf que c'est un gars qui fume des cigarettes. Là. Donc, voilà, je pense que c'est fini pour ce 70%. Merci beaucoup à Edgar Bory aussi en début d'émission. On a parlé avec un créateur indépendant de génie, un gars qui a le cœur sur la main, un motivé, un vrai. Encore une fois, je vous encourage à donner de l'intérêt au lien vers Haricot, le projet, j'ai oublié, Gabro, Bory, en tout cas, je vais mettre ça dans les liens, c'est sûr. Voilà, c'était le 70% de cette semaine. Merci beaucoup, on s'en rejase dans le futur.